Une équipe de chercheurs australienne vient de faire une découverte fascinante sur l'histoire de la Terre. Comme Saturne, la Terre elle aussi possédait des anneaux il y a plusieurs millions d'années. Les anneaux de Saturne sont les objets célestes les plus captivants de notre système solaire. Et cette découverte vient de révolutionner notre compréhension de l'histoire de la Terre, puisque ces anneaux seraient restés autour de la Terre pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Alors la question c'est comment les scientifiques ont-ils découvert ça? Eh bien c'est grâce à l'étude d'une vingtaine de cratères d'impact datant d'une période géologique très lointaine, l'Ordovicien. Mais alors les anneaux de la Terre étaient-ils identiques à Saturne? Comment sont-ils apparus? Et surtout, quelles ont été les conséquences pour notre planète? Bienvenue dans ce tout nouveau récap de l'actualité spatiale. Avant de continuer, voici la question du jour à laquelle vous devez répondre en commentaire. De quoi sont constitués les anneaux de Saturne? On va voir si vous avez la bonne réponse. Alors revenons à nos anneaux terrestres. Leur formation remonte à plusieurs centaines de millions d'années. En fait, les scientifiques ont remarqué qu'il y a 466 millions d'années, de nombreuses météorites ont commencé à frapper la Terre. On a appelé ça le pic d'impact de l'Ordovicien. L'Ordovicien, c'est une période géologique qui a commencé il y a 485 millions d'années et qui s'est terminée il y a 444 millions d'années. Elle fait partie de l'ère paléozoïque qui est majoritairement connue pour sa prolifération des espèces marines, mais surtout pour son importante ère glaciaire qui a engendré l'extinction d'au moins 85% des espèces sur Terre. C'est aussi pendant cette période que de nombreux organismes se sont développés, comme les coraux, les mollusques, mais aussi les invertébrés. Ils vivaient dans les eaux profondes et recouvraient massivement la Terre à cette époque. C'est pendant cette période géologique que les scientifiques ont découvert 21 cratères d'impact. Mais c'est pas tout, puisqu'ils ont constaté que les dépôts de calcaire en Europe, en Chine et en Russie étaient similaires dans leur composition. Ils contenaient un niveau très élevé de débris provenant du même type de météorite. Et en plus de ça, cette période est aussi connue pour ses nombreux tsunamis. Et donc les chercheurs ont commencé à se dire que tous ces événements étaient liés. Et c'est là qu'est née l'hypothèse des anneaux terrestres. Et comment ont-ils fait pour savoir que ces cratères provenaient de météorites qui étaient dans un anneau autour de la Terre? Eh bien principalement grâce à deux raisons. La première, c'est que ces météorites ont été exposées aux rayons cosmiques bien moins longtemps que les météorites provenant de la ceinture principale d'astéroïdes de notre système solaire. C'est une ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter et qui contient des millions d'astéroïdes de tailles diverses. Certains sont de quelques mètres et d'autres sont de plusieurs centaines de kilomètres comme Cérès. Cette ceinture d'astéroïdes est le plus grand réservoir d'astéroïdes de notre système solaire. Alors d'où provient-elle et comment s'est-elle formée? Eh bien, elle est très vieille, aussi vieille que le Soleil et par conséquent aussi vieille que le système solaire, puisqu'en fait elle s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années. Pendant cette période, la matière présente dans le disque de gaz protoplanétaire, composé de poussière qui entourait le Soleil, s'est progressivement regroupée et agrégée pour former des planètes. Cependant, dans la région située entre Mars et Jupiter, la formation d'une planète complète aurait dû se faire, mais ne s'est jamais produite. Mais pourquoi? Eh bien, c'est à cause de Jupiter. Jupiter, c'est la plus grande planète de notre système solaire. Elle a joué un rôle clé dans la formation de la ceinture d'astéroïdes car sa forte gravité a perturbé les corps situés dans cette zone, empêchant ainsi les petits objets de s'agréger pour former une planète. Ça a eu pour conséquence que les fragments rocheux sont restés dispersés, formant une ceinture d'astéroïdes telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et enfin, la deuxième raison, c'est que ces cratères étaient tous positionnés proches de l'équateur. Alors comment c'est possible, sachant qu'on a trouvé des débris en Europe et en Chine? Eh bien, c'est à cause de la dérive des continents. C'est une théorie au sens scientifique du terme, qui a été proposée pour la première fois en 1912 par un météorologue et géophysicien allemand, Alfred Wegener. Elle explique que les continents ne sont pas fixes, mais qu'ils se déplacent lentement à la surface de la planète. Selon Wegener, les continents formaient autrefois un supercontinent unique. On appelait ça la Pangée, qui s'est fragmentée au fil du temps pour donner les continents actuels. Et on pense qu'elle se serait divisée il y a environ 200 à 300 millions d'années de ça. Alors à l'époque, la force exacte qui provoquait ce déplacement des continents était pas bien comprise. Mais aujourd'hui, on sait que c'est dû à la tectonique des plaques. Et grâce à des modèles de simulation du mouvement des plaques tectoniques, les scientifiques se sont rendus compte que les cratères se trouvaient sur des continents qui étaient proches de l'équateur à ce moment-là. Sauf que dans des circonstances normales, il est peu probable que des météorites ou astéroïdes frappe la Terre quasiment au même endroit. Si on prend la Lune par exemple, on voit des cratères positionnés aléatoirement à sa surface. Et donc pour expliquer l'homogénéité de ce bombardement, les scientifiques en sont venus à la conclusion que ces cratères s'étaient probablement formés suite à une chute de débris d'une ceinture entourant la Terre. Mais donc, d'où viendrait cette ceinture? Eh bien on pense qu'elle serait le résultat d'une rencontre entre la Terre et un gros astéroïde. En passant très proche de notre planète, l'astéroïde aurait dépassé la limite de Roche et se serait brisé en morceaux qui se seraient alors rassemblés sur les orbites équatoriales de la Terre et aurait ainsi créé un anneau autour de notre planète. Alors la limite de Roche, c'est un concept assez important pour la formation des anneaux. En gros, elle correspond à la distance critique autour d'une planète, au-delà de laquelle un corps en orbite comme un satellite ou une lune peut se maintenir intact sous l'effet de la gravité. À l'intérieur de cette limite, les forces de marée exercées par la planète sont si intenses qu'elles peuvent désagréger un corps céleste en morceaux. En gros, pour faire simple, un corps céleste en orbite autour d'un autre objet céleste est soumis à deux forces. La force de gravité qui attire l'objet vers la Terre et la force centrifuge qui l'en éloigne. Mais l'objet en question, il est composé de matériaux qui peuvent se rompre sous l'effet d'une force.
C'est un peu comme un élastique qui est trop étiré. Si la force gravitationnelle et la force centrifuge sont trop importantes, l'objet se rompt en plein de morceaux et ces morceaux se dispersent sur l'orbite pour former un anneau. En d'autres termes, si une lune se rapproche trop près de sa planète, elle franchit la limite de Roche. Ensuite, elle se disloque en plusieurs morceaux qui vont s'agglomérer sur une orbite, et ainsi former des anneaux. Cet anneau serait donc resté plusieurs dizaines de millions d'années autour de la Terre, et les débris seraient donc tombés de manière continue sur notre planète pendant cette période de temps, créant ainsi des cratères mais aussi des tsunamis dont je voulais vous parler plus tôt. Et comme cet anneau était proche de l'équateur, il aurait ainsi ombragé une partie de la planète. En fait, l'axe de la Terre est incliné par rapport au Soleil, ça on le sait tous. Et donc l'ombre créée par l'anneau aurait provoqué un refroidissement global parce que moins de lumière solaire pouvait atteindre la surface de la planète. Et donc aujourd'hui on se demande si c'est pas cet anneau qui a provoqué cette période de refroidissement, qu'on connaît plutôt sous le nom de période glaciaire et ancienne. Et ça c'est un événement qui s'est produit vers la fin de l'Ordovicien. Il s'agit aujourd'hui de la période la plus froide des 500 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre. Mais pour confirmer ou non le rôle de ces anneaux dans ce refroidissement, eh bien on va devoir faire plus d'observations encore. Un des chercheurs qui a participé à cette étude estime d'ailleurs que si cet anneau avait pu influencer les températures sur Terre, ça ajouterait un nouveau niveau de complexité à notre compréhension de la façon dont les événements extraterrestres ont pu façonner le climat de la Terre. Cette étude ouvre ainsi la voie à de nouvelles recherches concernant l'histoire de notre planète, ce qui nous permettra ainsi de mieux comprendre les interactions qu'elle a eues avec l'univers par le passé. On se retrouve tout à l'heure, je vous laisse maintenant avec Alessandra qui va vous faire le récap de Sirius de l'actualité spatiale de la semaine. Les scientifiques ont découvert les premiers secrets de la face cachée de notre satellite naturel, qui fascine l'homme depuis des décennies. Pour la première fois, on a étudié des échantillons de la face cachée de la Lune. Et ce qu'ils ont découvert ouvre de nouvelles théories sur l'histoire de celle-ci. Les échantillons ont été ramenés sur Terre par la mission chinoise Chang'e 6, la première à s'être posée sur la face cachée de notre Lune pour y extraire des morceaux de roche. Grâce à son bras articulé, la sonde a réussi à récupérer près de 2 kg de roche lunaire en juin dernier. Cette roche provient de l'intérieur du cratère Apollo, qui se trouve sur un site d'impact de 2500 km de large, sur la face cachée de la Lune. Et cette face a été surnommée la face cachée de la Lune parce qu'on ne la voit jamais depuis la Terre. En fait, la Terre et la Lune ont une synchronisation parfaite. La Lune tourne sur elle-même, mais tourne aussi en même temps autour de la Terre. Et ces deux mouvements ont la même durée, ce qui fait que la Lune nous montre toujours la même face. Observer la face cachée de la Lune est donc compliqué, c'est pour ça qu'elle est peu étudiée, jusqu'à l'arrivée de Chang'e 6 sur sa surface. Aujourd'hui, la Chine reste le seul pays à avoir récupéré du sol lunaire sur la face cachée, et cette nouvelle étude nous livre ses premières conclusions. Les échantillons ont révélé leurs secrets et montrent que le sol de la face cachée est bien différent de celui de la face visible. On y retrouve un mélange de basalte et de débris d'autres roches. Et ce mélange témoigne d'une histoire géologique assez tumultueuse. Le basalte explique l'activité volcanique de la Lune. Mais les débris d'autres roches proviennent sûrement d'autres sources, encore inconnues. Et la composition chimique de ces échantillons est elle aussi surprenante, puisque le taux de certains éléments est différent de ce qu'on avait observé auparavant sur la face visible de la Lune. Leur densité est plus faible que sur les autres échantillons de roches lunaires. Ces découvertes viennent remettre en question ce que l'on pensait savoir sur l'histoire de notre satellite. Elles mettent en évidence de nouveaux contrastes géologiques entre la face visible et la face cachée de la Lune, et ouvrent la voie vers l'exploration de la face cachée lunaire pour mieux comprendre son histoire et son évolution. On continue le récap des actus de la semaine avec une découverte assez surprenante. Une galaxie, considérée comme morte par les scientifiques, vient d'être observée grâce au télescope spatial James Webb. Et la cause de sa mort serait son trou noir supermassif, logé en plein cœur de cette galaxie. Cette galaxie, c'est GS 10578, aussi connue sous le nom de la galaxie de Pablo, en référence au scientifique qui a décidé de l'étudier plus en détail. Elle fait à peu près la taille de notre galaxie, mais se situe à environ 11,5 milliards d'années-lumière de nous. C'est donc une galaxie de l'univers primitif, puisqu'on l'observe telle qu'elle était 2,3 milliards d'années après le Big Bang. Et alors, pourquoi les scientifiques ont décidé de s'intéresser à elle ? Eh bien, parce que cette galaxie a une particularité. Elle ne parvient quasiment plus à créer des étoiles. Sauf que, dans l'univers primitif, la plupart des galaxies formaient beaucoup d'étoiles. Et les scientifiques ont donc été étonnés de voir que cette galaxie, très massive par rapport aux galaxies de l'époque, soit déjà morte. C'est une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge qui ont trouvé une explication à cette interrogation. Ils ont découvert que la cause de cette mort précoce était située juste au cœur de la galaxie. Il s'agit de son trou noir supermassif. Ces objets célestes tellement denses que même la lumière ne peut s'en échapper. Ce trou noir a en réalité privé sa galaxie de la matière dont elle avait besoin pour former des nouvelles étoiles. Il a en quelque sorte affamé sa galaxie
au point qu'elle meurt de faim. C'est souvent ce qu'il se produit quand les nuages de gaz et poussière, les éléments qui constituent les étoiles, ont été épuisés dans la galaxie. Des modèles avaient déjà prédit que des trous noirs supermassifs pouvaient tuer des galaxies prématurément, mais on n'avait jamais encore pu l'observer. Et ça, c'est grâce au James Webb Telescope. Ces images ont montré une grande quantité de gaz en train de s'échapper de la galaxie, comme si elle avait été éjectée par le trou noir. Ce gaz s'échapperait à une vitesse d'environ 1000 km par seconde. C'est suffisamment rapide pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la galaxie. Et cette masse de gaz éjectée est supérieure à ce dont la galaxie aurait besoin pour continuer à former de nouvelles étoiles. Mais comme ce gaz est plus froid et sombre que le reste, seul le James Webb Telescope pouvait le capter. Les scientifiques savaient déjà que les trous noirs avaient un impact important sur les galaxies, mais n'étaient pas en mesure de le confirmer. Cette observation est donc un bond énorme pour comprendre notre univers primitif et son évolution. Des observations supplémentaires avec le télescope ALMA seront nécessaires pour mieux comprendre les effets du trou noir supermassif sur les régions entourant les galaxies. On continue le récap de la semaine avec une nouvelle théorie qui pourrait révolutionner notre compréhension des trous noirs, l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Des trous noirs, minuscules, pourraient traverser notre système solaire régulièrement sans même que l'on s'en rende compte. Il s'agirait de trous noirs primordiaux. Selon cette hypothèse, ils se seraient formés quelques secondes après le Big Bang. Mais ces trous noirs sont particuliers. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas gigantesques comme les trous noirs supermassifs que l'on trouve au centre des galaxies. Bien au contraire, ces trous noirs pourraient être aussi petits qu'un atome, mais avec la masse d'un astéroïde. C'est pour cela qu'on ne remarquerait même pas leur présence. Et ce qui les rend si spéciaux, c'est qu'ils seraient liés à la matière noire, cette matière invisible qui constituerait environ 25% de notre univers. La matière noire est un mystère qui anime toute la communauté scientifique depuis bien des années déjà. Elle serait partout dans notre univers, mais impossible à observer. Et pourtant, cette nouvelle hypothèse dont je viens de vous parler est partie de la supposition que ces trous noirs primordiaux seraient en réalité le principal composant de la matière noire. En effet, si cette matière se trouve partout autour de nous et qu'elle est composée de minuscules trous noirs, alors ces derniers auraient des effets, même infimes, sur d'autres corps célestes. Et c'est exactement ce que l'équipe a cherché à simuler. Ils ont imité les effets que pourraient avoir ces trous noirs sur les objets célestes de notre système solaire. Pourquoi notre système solaire ? Parce que les chercheurs avaient besoin d'un système suffisamment grand pour que des trous noirs puissent y passer régulièrement et avoir un effet dessus. Et c'est grâce à toutes ces simulations que les scientifiques en ont déduit l'hypothèse qu'un trou noir primordial et minuscule pourrait visiter le système solaire au moins une fois tous les 10 ans. Ces trous noirs seraient suffisamment nombreux pour que l'un d'entre eux vienne nous rendre visite de temps en temps. Et pour ça, les chercheurs se sont principalement concentrés sur les effets que ces trous noirs pourraient avoir sur les planètes intérieures de notre système solaire, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mais c'est Mars qui a particulièrement retenu leur attention, tout simplement parce que comparé à la Terre et sa Lune, Mars ne serait pas soumise à beaucoup d'autres forces gravitationnelles. En simulant différents scénarios, cette planète a montré une réponse constante, comme une légère oscillation dans son orbite lorsqu'un trou noir primordial passait près d'elle, à une vitesse d'environ 240 km par seconde. Malgré tout, les scientifiques précisent que ces résultats ont été obtenus uniquement grâce à des simulations. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de l'existence de ces trous noirs, ni de la matière noire. De nombreuses autres études et observations seront nécessaires pour valider ou non cette hypothèse sur les trous noirs primordiaux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. C'était Sirius, bye.